Allons droit au cœur du sujet. Ce qui enflamme actuellement les médias internationaux ne se joue pas uniquement dans les palais présidentiels de Caracas, ni dans les communiqués diplomatiques de Washington ou de Pékin. Le véritable point de rupture est bien plus concret. La flotte. Littéralement. Au milieu des eaux sombres du lac de Maracaibo repose une structure hors norme. Ce n'est pas une simple plateforme pétrolière. C'est un géant industriel, évalué à plus d'1 milliard de dollars, baptisé Alula. Elle est exploitée par une entreprise chinoise, occupée par des ingénieurs chinois, approvisionnée par des chaînes logistiques chinoises, et sécurisée par un dispositif privé autonome. Cette plateforme n'est pas qu'un outil de production. C'est une extension physique de la puissance économique chinoise, posée en plein cœur d'une zone que les États-Unis considèrent depuis des décennies comme leur sphère d'influence naturelle. Et c'est précisément pour cette raison que les tensions explosent. Il faut comprendre une chose essentielle, pour Pékin, Alula n'est pas une infrastructure parmi d'autres. Elle représente un actif stratégique majeur, une pièce centrale dans un plan énergétique global. D'ici 2026, cette plateforme doit permettre de pomper environ 60 000 barils de pétrole vénézuélien par jour, directement intégrés au réseau d'approvisionnement chinois. Ce flux n'est pas symbolique. C'est vital. Lorsque Washington agit contre le Venezuela, ce n'est donc pas seulement un régime politique qui est visé. C'est un élément clé de la stratégie énergétique chinoise qui se retrouve sous la menace directe. C'est ici que naît la crise. Pas dans les discours. Pas dans les sanctions en elles-mêmes. Mais dans cette collision brutale entre un actif réel et une décision géopolitique. La plateforme devient alors le point de départ de toute analyse. Le cœur du conflit. La question à 1 milliard de dollars. Pour comprendre comment on est arrivé là, il faut observer les trajectoires opposées des deux grandes puissances. Côté américain, la stratégie est connue. Elle repose sur la pression maximale. Sanctions économiques, isolement diplomatique, restrictions financières, avec un objectif clair, asphyxier les revenus pétroliers du Venezuela pour provoquer un changement politique. Cette approche ne date pas d'hier. Elle s'est construite sur plusieurs années, et l'action récente marque son escalade la plus visible et la plus risquée. Mais pendant que Washington serrait l'étau, Pékin avançait silencieusement sur une voie totalement différente. La Chine n'a pas cherché à contraindre. Elle a investi. Elle a prêté. Elle a construit. Son approche repose sur des partenariats à long terme, sur l'économie réelle, et sur une logique de dépendance mutuelle. Résultat, deux visions totalement incompatibles du futur du Venezuela. L'une cherche à fermer le robinet. L'autre dépense des milliards pour l'ouvrir. La confrontation deviendrait inévitable. Au fil des années, la Chine est devenue le principal crédit du Venezuela. Plus de 60 milliards de dollars de prêts, majoritairement remboursables en pétrole. Ce mécanisme est fondamental pour comprendre la suite. Pékin a fourni au pays les liquidités nécessaires pour survivre, infrastructures, importations, stabilité économique minimale. En échange, Caracas s'est engagé à livrer du pétrole sur le long terme. Ce n'était pas un geste humanitaire. C'était un calcul stratégique. En sécurisant des volumes massifs de pétrole hors des circuits traditionnels dominés par les États-Unis, la Chine renforçait son indépendance énergétique. La plateforme Alula est précisément l'outil conçu pour transformer ces accords financiers en réalité physique. Lorsque les États-Unis interviennent, ce n'est donc pas seulement une plateforme qui est menacée. C'est l'ensemble du mécanisme de remboursement, et donc la crédibilité même de la stratégie chinoise à l'international. Pékin n'a pas simplement investi. Pékin a mis gros. Et maintenant, ce pari est remis en question. Face à cette menace, la Chine ne répond pas par la force militaire. Elle lance une offensive d'un autre type. Une guerre sans missiles. La condamnation publique immédiate des États-Unis n'est pas émotionnelle. Elle est exploitée. En parlant de violation de la souveraineté et du droit international, Pékin poursuit deux objectifs majeurs. D'abord, placer Washington sur la défensive sur la scène mondiale, notamment auprès des pays historiquement méfiants vis-à-vis des interventions occidentales. Ensuite, préparer le terrain juridique et politique pour la suite. Ce discours est le prélude à une stratégie beaucoup plus large. La première ligne de défense chinoise n'est pas militaire. C'est juridique. Chaque dollar prêté au Venezuela est adossé à des contrats solides, détaillés, signés avec l'État. Ces accords stipulent clairement les modalités de remboursement en pétrole.
La Chine pratique ce que les experts appellent le lawfare, l'utilisation du droit international comme outil de puissance. Si un nouveau pouvoir tente de renier ces accords, Pékin peut saisir les juridictions d'arbitrage international. Résultat, des années de procédures, des actifs gelés, des revenus pétroliers bloqués. Le message est limpide. Vous pouvez changer de cap politique. Mais vous ne pouvez pas effacer vos dettes. Ainsi, l'investissement économique se transforme en forme de souveraineté juridique. En parallèle, la Chine agit sur un autre front, l'isolement diplomatique des États-Unis. Pékin mobilise ses partenaires au sein des BRICS, mais aussi dans les enceintes internationales. L'objectif n'est pas d'obtenir une intervention militaire. Il est narratif. Chaque pays qui critique l'action américaine renforce la position chinoise. Cela augmente le coût politique pour Washington et facilite la création de réseaux alternatifs capables de contourner les sanctions et les blocages financiers. Ce n'est pas une bataille de vote. C'est une bataille de perception. Une question revient souvent, pourquoi la Chine n'envoie-t-elle pas sa marine protéger directement la plateforme? La réponse est simple, ce serait une erreur stratégique majeure. Une présence militaire chinoise dans les Caraïbes déplaçait le conflit sur le terrain de prédilection des États-Unis. Pékin le sait parfaitement. La retenue n'est donc pas une faiblesse. C'est un choix. Elle permet de conserver l'avantage moral, d'éviter l'escalade et de combattre là où la Chine excelle, l'économie et les systèmes. Cette crise met en lumière un enjeu bien plus large, la domination du dollar. Les sanctions américaines ne fonctionnent que parce que le commerce mondial, et notamment celui du pétrole, repose sur le dollar et les systèmes financiers occidentaux. La Chine utilise cette crise comme démonstration. Le message est clair, tant que vos échanges passent par le dollar, vous êtes vulnérables. Pékin accélère donc la promotion du yuan pour le commerce des matières premières et développe ses propres systèmes de paiement. Chaque baril de pétrole échangé hors du dollar est une victoire stratégique. La crise vénézuélienne est un aperçu brutal de la géopolitique. Les conflits modernes ne se jouent plus uniquement avec des armées, mais avec des contrats, des monnaies et des systèmes financiers. Le pouvoir ne réside plus seulement dans les porte-avions, mais dans le contrôle des règles du jeu économique mondial. La plateforme du lac de Maracaibo n'est pas qu'un site pétrolier. C'est l'un des premiers pions visibles d'un affrontement global, silencieux et durable. Et ce jeu ne fait que commencer. La crise autour du Venezuela et de l'implication chinoise révèle une transformation profonde de l'ordre mondial. Ce conflit ne se limite pas à une plateforme pétrolière ou à un bras de fer entre Washington et Pékin. Il illustre l'entrée du monde dans une nouvelle phase de rivalité entre grandes puissances. Le premier danger est la fragmentation du système international. Le monde se divise progressivement en blocs économiques et financiers concurrents, chacun cherchant à protéger ses intérêts et à contourner les règles communes. Cette division affaiblit la coopération mondiale et augmente l'instabilité globale. Deuxième risque majeur, la normalisation de la guerre économique. Les sanctions, les pressions financières et les blocages énergétiques deviennent des armes courantes. L'économie mondiale n'est plus un espace neutre, mais un champ de bataille permanent, où chaque investissement peut devenir une cible stratégique. Cette situation entraîne un effondrement de la confiance internationale. Les contrats, les accords et les engagements à long terme perdent de leur crédibilité, ce qui pousse les États à se répondre sur des alliances fermées et à affaiblir les institutions multilatérales. Par ailleurs, même sans guerre directe, le risque d'escalade indirecte augmentait. Chaque crise régionale peut provoquer des réactions en chaîne dans d'autres zones du monde, rendant l'équilibre global de plus en plus fragile. Enfin, la politisation extrême de l'énergie et de la finance menace directement la stabilité économique mondiale, en particulier pour les pays les plus vulnérables. En résumé, cette crise n'annonce pas un conflit mondial immédiat, mais elle marque un tournant, un monde plus fragmenté, plus méfiant et plus instable, où la puissance se mesure moins par la force militaire que par le contrôle de l'économie, des contrats et des systèmes financiers.